Le nombre de personnes qui n'ont accès ni à l'eau ni à l'assainissement. Le pari est loin d'être gagné. La reconstruction de l'Irak ne peut pas attendre. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, appelle les 60 pays donateurs réunis à Madrid à participer activement à la remise en route de l'économie du pays, avant même la mise en place d'un gouvernement souverain. Les besoins de l'Irak dans les secteurs prioritaires sont évalués par la Banque mondiale à 36 milliards de dollars. Julien Colombani. On pourrait appeler cela une œuvre de charité. De riches donateurs, en l'occurrence des États, prêts à sortir leur portefeuille pour la bonne cause, la reconstruction de l'Irak. Kofi Annan préside la conférence et s'est donné comme objectif de récolter pas moins de 5,5 milliards de dollars de dons. Maintenant que le terrible régime irakien est parti, les gens continuent à souffrir de l'extrême violence, de la criminalité et de la pauvreté. Mais ils gardent espoir en l'avenir. Pour effacer les traces de la guerre, il faudrait 56 milliards de dollars, 10 fois plus que ce que devrait dégager la conférence de Madrid. 70% de la population active est au chômage, l'économie irakienne est anéantie, seuls font fortune les agences de garde du corps et les fabricants de murs de béton qui fleurissent autour des lieux sensibles de la capitale. Personne ne risquera sa vie pour venir ici. Si nous vivions en sécurité, les investisseurs reviendraient et la reconstruction pourrait commencer. En plus des 5 milliards attendus à Madrid, les États-Unis donneront 20 milliards de dollars, mais ne laisseront pas gérer ce fonds par une instance internationale. La Russie, l'Allemagne et la France, quant à elles, rechignent toujours, car l'Irak leur doit encore beaucoup d'argent. Les Américains, eux, avancent qu'ils ont depuis longtemps cessé de prêter à Saddam Hussein et demandent donc tout simplement qu'un trait soit tiré sur cette dette colossale. Retour en France et l'émotion à Riom dans le Puy-de-Dôme. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux obsèques des 5 jeunes tués dimanche dans un accident terrible de la route à Ménétrol. 4 garçons et une fille âgés de 18 à 20 ans. Le conducteur de la voiture roulait à plus de 130 km/h sur une portion limitée à 70. Il avait 1,38 g d'alcool dans le sang. Les commerçants de la ville se sont associés à la douleur des familles en fermant leurs boutiques. Et puis, nouvelle action des salariés de l'usine Comilog de Boulogne-sur-Mer. Ils ont manifesté aujourd'hui devant le siège du MEDEF à Coquelles, dans le Pas-de-Calais. Plusieurs d'entre eux s'en sont pris aux vitres du bâtiment. La direction a du coup repoussé à demain une réunion sur le plan social qui devait se tenir aujourd'hui. L'entreprise doit fermer ses portes à la fin de l'année. 350 salariés doivent être licenciés. La gestion du comité d'entreprise d'EDF très contestée. Plusieurs plaintes ont été déposées pour abus de biens sociaux et abus de confiance. L'ancien directeur, récemment remercié, dit avoir constaté des irrégularités lourdes. Le dossier est sensible puisque le comité d'entreprise d'EDF est le plus important de France et qu'il est géré par la CGT. Karine Azopardi, Anne-Charline Lambert et Nathalie Berthier. Voici l'homme par qui le scandale arrive. Jean-Claude Laroche, cadre CGT, est l'ancien directeur du comité d'entreprise d'EDF. Il y a quelques mois, il est évincé du CE, selon lui, pour avoir dénoncé des dysfonctionnements. Première nature, impossibilité de savoir avec certitude si les fournisseurs retenus pour telle ou telle prestation pour la CCAS sont les meilleurs. Et le deuxième type de dysfonctionnement pour le directeur général que j'étais, c'était une très grande difficulté à contrôler les embauches de personnel et l'affectation des personnels dans des tâches pour lesquelles la CCAS exprimait vraiment des besoins. La CCAS, caisse centrale d'activité sociale d'EDF. 400 centres de vacances, un budget de près de 400 millions d'euros. Elle est gérée depuis sa création par la CGT. Aujourd'hui, 4 de ses salariés portent plainte. Ils soupçonnent le CE d'avoir servi à financer en même temps la CGT et le Parti communiste. On a été très étonnés, quelquefois, c'était devenu un sujet de plaisanterie, de voir que des jeunes qui étaient embauchés, des groupes connus, très connus, sur un festival de jeunes, et puis la semaine d'après, passer dans une grande manifestation politique. Et on se dit que, quelque part, des choses qui se répètent aussi souvent posent problème, et qu'à un moment donné, on a dû en payer un morceau. Autre exemple, Idelia. Cette entreprise de Montreuil, en banlieue parisienne, gère les locations de voitures pour le CE d'EDF. Problème, ces tarifs seraient 50% plus chers que la moyenne. Elle n'est pas 50% plus chère. Elle est mieux disante et elle répond complètement au cahier des charges. Nous faisons des appels d'offres où nous n'avons pas obligation d'en faire. C'est un choix que nous avons fait depuis une dizaine d'années et que nous avons mis en place pour l'ensemble de nos marchés.
Autre accusation, celle d'emploi fictif. Brigitte Darrot est aujourd'hui première secrétaire du PC dans les Hauts-de-Seine. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme salariée du CCAS et réfute ces accusations. C'est pas juste, j'ai un sentiment d'injustice et de révolte parce que j'essaye d'assumer mon mandat politique et j'ai essayé d'assumer mes responsabilités professionnelles vraiment avec sincérité et engagement. La police judiciaire parisienne a ouvert une enquête préliminaire le 17 septembre dernier. À un mois des élections syndicales au sein d'EDF, la CGT se retrouve donc en mauvaise posture. La Commission européenne présentera la semaine prochaine une proposition de loi afin d'obliger l'industrie chimique à prouver l'innocuité de ses produits. Actuellement, 3% seulement des substances utilisées sont connues et par conséquent, on ne peut que s'interroger sur la dangerosité de toutes les autres et de leur impact sur la santé. Voyez cet exemple à Épinac, en Saône-et-Loire. La commune a connu un pic de cancer. On évoque à demi-mot l'usine de peinture désaffectée, mais sans réelle preuve pour l'instant. Le reportage de Marie-Pierre Courtelmont et Olivier Thiette. La petite ville d'Épinac est posée en retrait de la route des Grands Crus de Bourgogne. Ce ne sont pas les vignes qui ont fait vivre bon nombre des 2500 habitants durant ces 50 dernières années, mais plutôt l'usine Bitulac, aujourd'hui désaffectée. De la peinture et des revêtements spéciaux à destination notamment du Stade de France ou du porte-avions Charles de Gaulle. Les ouvriers y manipulaient des éthers de glycol, du benzène, des produits hautement toxiques. Raymond Marie y a travaillé pendant 28 ans. Il est aujourd'hui atteint d'un cancer de la langue, de la luette et des poumons. Il ne peut plus parler et c'est sa femme qui raconte. Quand il remuait des solvants. Les solvants, les vernis, le brai il était rouge, comme s'il avait été brûlé. Les solvants, on aurait dit qu'il était ivre. Il y a 10 ans, les médecins du village se sont inquiétés. De 1991 à 1994, ils ont enregistré 13 cas de cancer du pancréas, quand habituellement ils n'en traitaient qu'à peine 5. Un étudiant en médecine en fera l'objet de sa thèse en 1995. On arrive à la conclusion qu'il y a plus de cancer du pancréas à Épinac sur la période 1991-1994. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non. Parce que le cancer du pancréas n'a pas seulement frappé les employés de Bitulac. Il n'y avait pas d'unicité de lieu par rapport à ces cancers, notamment on n'avait pas de rapport ni avec une profession particulière, en particulier les ouvriers qui travaillaient chez Épinac. Autrement, nous avions des cas qui étaient disséminés sur l'ensemble du canton, quasiment à la proportion de la population d'Épinac faisant à peu près les 2/3 de la population du canton. On avait à peu près les 2/3 des cas sur Épinac et le reste étant y compris dans des communes très rurales et à distance d'Épinac, 10-15 kilomètres. Cette recrudescence de cancer s'est interrompue net 3 ans avant la fermeture de l'usine. L'analyse des nappes phréatiques n'a pas révélé de traces de pollution. Mais les habitants du village s'inquiètent. Certains d'entre eux ont même créé une association de défense de l'environnement. On voudrait quand même savoir les causes, comment ça se fait qu'il y a eu tant de cancers dans le canton quand même. Je veux dire, c'est quand même grave, je voudrais dire. Il y a une raison, le hasard n'existe pas, on a beau nous le dire. Ce n'est pas vrai ça. Hein. Face à cette émotion, la préfecture et la DAS viennent de lancer une étude épidémiologique sur le canton d'Épinac. Une étude qui intervient 10 ans après le pic de cancer. Parce qu'il n'y avait pas de raison dans la mesure où il n'y avait pas de détection et notamment pas de cas signalés à nouveau par les médecins de s'interroger plus avant. Depuis, on a décidé de conduire une étude de santé sur le canton d'Épinac globalement et cette étude sera confiée à l'Observatoire régional de santé, à la cellule interrégionale d'épidémiologie. Les premiers résultats de l'étude seront publiés à la fin de l'année. Les habitants d'Épinac attendent ces conclusions avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude. Invitée de ce soir 3, Michèle Rivasi, la directrice de Greenpeace France. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, utilisation de substances, cancer, dans ce reportage, dans cet exemple, le lien n'est pas fait, mais dès qu'on pose la question, eh bien, on se retrouve confronté finalement à une très grande frilosité de la part de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une politique du pas vu, pas pris. C'est-à-dire, on mesure rien, donc il n'y a rien. Regardez dans ce reportage, il a fallu attendre 10 ans pour qu'une première étude épidémiologique soit lancée. Et je dirais que c'est un peu général. Il faut savoir que, d'un point de vue molécules chimiques, il y a plus de 100 000 molécules chimiques à l'heure actuelle dans le monde qui sont lancées par les industries chimiques. Et seulement 2 à 300 ont une véritable étude sanitaire et environnementale. Ça veut dire que tous les jours, dans notre alimentation, dans notre habitat,
bien, on respire, on incorpore des substances chimiques dont on ne sait absolument pas leur toxicité. Et en même temps, d'ailleurs, c'est dernièrement qu'on a appris qu'il y avait une augmentation très importante du nombre de cancers. On sait par exemple que 1% par an, il y a une augmentation chez les enfants de leucémie et de cancer. On sait qu'il y a une augmentation de maladies congénitales, notamment chez les enfants d'agriculteurs, due certainement à l'utilisation des pesticides et des insecticides. On sait qu'il y a une diminution de la fertilité masculine de plus de 50% dans les 30 dernières années. On sait à partir de quels éléments vous dites ça? Eh bien, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé indique qu'il y a des molécules, notamment chimiques, qui peuvent provoquer des cancers. Et si vous voulez, ce qui est assez alarmant, c'est que toutes les associations avaient demandé à ce que sur le plan européen, il y ait une réglementation très importante qui contraigne toutes les industries chimiques à faire une évaluation précise. Alors justement, ça va être le cas la semaine prochaine. La Commission européenne va faire une proposition de loi. En gros, je résume, mais il s'agit d'inciter ou de forcer les industries chimiques à étudier la dangerosité des produits, ou alors ils ne pourront pas l'utiliser. Ça peut aller dans le bon sens, ça, quand même. Alors, justement, c'était une directive qui était très intéressante parce qu'on allait connaître les molécules et on allait évaluer leur toxicité, savoir si elles étaient cancérigènes, si elles pouvaient provoquer des malformations congénitales, etc. Et là, il y a eu l'intervention de nos décideurs européens, dont notre président de la République, M. Chirac, M. Blair et M. Schroeder, qui sont venus à la rescousse de l'industrie chimique pour demander à ce que la réglementation soit beaucoup plus laxiste, c'est-à-dire de ne pas obliger les industriels, justement, à faire une évaluation de leurs molécules. Et ça, c'est très alarmant vis-à-vis des consommateurs que nous sommes tous, parce qu'on ne saura toujours pas si, dans ce qu'on consomme et dans ce qu'on peut respirer, eh bien, ça peut entraîner des conséquences sur le cancer ou sur les malformations. Mais pourquoi on attend une réglementation européenne? Vous avez été député aussi. Pourquoi le Parlement français ne prend pas ça à sa charge? Eh bien, justement, ça pourrait être, d'une part, le Parlement français qui pourrait obliger les industries chimiques, mais si vous voulez, les industries chimiques sont sur un plan européen, donc c'est très important à ce que cette réglementation soit faite sur le plan européen, et ensuite elle servirait de base et de norme vis-à-vis de toutes les industries dans le monde. Moi, ce que je peux vous dire au niveau de Greenpeace, c'est que déjà, il y a 3 ans, par exemple, chez les jeunes enfants, on avait détecté dans des éléments que mâchouillaient les enfants, dans des jouets, qu'il y avait du phtalate, c'est-à-dire un produit qui pouvait s'accumuler dans les reins, dans le foie, et provoquer des problèmes au niveau des organes génitaux. On a pu le faire interdire. Eh bien, on s'aperçoit que dans des jouets qui ne sont pas mastiqués, on retrouve encore ça. Et dernièrement, dans des pyjamas d'enfants, notamment des pyjamas Disney, eh bien, il y avait encore ces phtalates qui étaient à l'intérieur des Donc, éléments. Le combat n'est pas gagné, quoi. Donc, tous les jours, et il faut absolument se battre, il faut que les consommateurs soutiennent des associations comme Greenpeace et obligent leurs parlementaires européens à faire en sorte à ce que la réglementation chimique soit plus contraignante. Merci Michel Ravisi d'avoir accepté notre invitation. Tout autre chose avec le parcours de l'édition 2004 du Tour de France qui a été dévoilé ce matin. Le prologue aura lieu à Liège en Belgique, l'arrivée à Paris au terme d'une 20aine d'étapes. Un parcours qui comporte pas mal de surprises et qui devrait permettre un vrai suspense. Serge Dian. C'est l'attraction du prochain Tour de France, l'Alpe d'Huez en solitaire. Pour la première fois, les coureurs vont grimper les 21 lacets lors d'un contre-la-montre individuel de 15 km. On n'avait pas le droit en quelque sorte de préparer un Tour de France ordinaire. Donc nous avons essayé d'avoir de l'imagination, nous avons fait enfin ce qui nous trottait dans la tête depuis plusieurs années, à savoir l'Alpe d'Huez contre la montre. Nous avons écarté l'habituelle étape contre la montre de la fin de la première semaine pour la remplacer par une grande étape de moyenne montagne. Pour relancer l'intérêt d'un tour centenaire, les organisateurs ont innové. Aucun contre-la-montre individuel avant la 16e étape. Un départ de Belgique le 3 juillet, des cols méconnus, passage dans le Massif central, le Vercors et le Jura. Les principales difficultés seront concentrées dans la dernière semaine. Cette année, au bout de 6 jours ou 7 jours, on savait ce qu'on allait, j'irais, à quelle place on allait se placer dans le classement ou dans les sensations. Là, il va falloir attendre presque 2 semaines et c'est énorme. Le Français visera un 7e maillot à poids. Lance Armstrong sera lui en quête d'un 6e sacre sur les Champs-Élysées. Jan Ullrich devrait être son rival numéro 1. Seule certitude, le chemin sera semé d'embûches. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le deuxième film de votre soirée. Prochain rendez-vous d'information demain le 12-14, présenté par Jean-Sébastien Fernandez. Très belle nuit à tous.
sont pas grands, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants. Les petits soldats attaquent, tout de suite sur France 3. Nouvelle Panda. Ne m'appelez pas baby. Mais comment je vais le jouer? Et tu as 2 mots à lui dire. Mon chéri. Oui, mais comment y mettre la tendresse, la passion, enfin tout quoi. Tiens. Tu sens ce chocolat noir et dessous cette force brûlante presque. Cette cerise sensuelle. Tu y es? Oui, mon chéri. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Joël Robuchon, cuisinier du siècle, a créé pour le Gall son Grand Arabica. Chef, votre Grand Arabica. Pour moi, le plus important, c'est le goût. Grand Arabica, créé par Joël Robuchon. Le Gall, le goût. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifié par Minitel, 3617 Vérif. Votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Bonjour. Contrairement aux apparences, ceci est sans doute la publicité la plus excitante que vous verrez aujourd'hui. Démonstration. Avec le livret épargne orange d'ING Direct, non seulement votre argent est disponible à tout moment, mais là où les autres s'arrêtent, ING Direct vous garantit 5% brut jusqu'à la fin de l'année. Et si? Appelez ING Direct au 0810 820 821. Enrhumé? Vite. Anadvil Rhume dégage le nez. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. S'il vous plaît. Merci. Bouchon à 20 km. Tant que ça ne se passera pas comme ça, on aura besoin des services de l'autoroute. Les sociétés d'autoroute, on n'a jamais fini de vous rendre service. Le très vilain est de retour. Houston, nous avons un problème. En 2 minutes au micro-ondes, Austin Powers, l'agent secret nouvelle génération des modes, un siècle d'espionnage. Docteur de l'enfer. Plutôt facile. Ah ouais, c'est trop facile. Il se cache dans le cratère d'un volcan secret. Il est donc père et aimerait aussi dominer le jeu. Je vais l'appeler Mini-moi. Le seul agent secret qui ose affronter plus faible que lui. Tu veux faire ta prière, Austin Powers. De l'action, de l'aventure, des points de suture. Lundi à 20h55 sur France 3.